Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. On est ensemble pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Thomas Porte. Bonjour, conseiller politique. Vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Mathieu Alterman, vous êtes journaliste, auteur. Bonjour à vous. Oui, nouveau livre le mois prochain, préfacé par Alain Delon. Ah, ça c'est pas mal sur la vie du producteur Norbert Sada, le dernier grand producteur de cinéma et de musique vivant en France. Et qui a connu tout le monde. les plus grandes stars. Ventura, Sergio Leone, tout le monde. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Valérie. Bonjour Éric. J'en profite pour signaler que je sors aussi un livre, C'est vrai, je crois, la semaine prochaine. Eh oui, moi aussi je fais ça. Sur le Great Reset, mythes et réalités. D'accord. Et alors, il faut en penser quoi? Il faut l'acheter. Il faut lire le livre, il faut acheter le livre. C'est chez qui? C'est chez qui? C'est aux éditions Culture et Racines. D'accord. Eh ben, écoutez, on le note. Le Grand Reset, mythes et réalités. Et Benjamin Cauchy, pas de livre encore, conseiller en communication politique. Vous. Bonjour Valérie. Non, cours de rédaction si vous voulez tout savoir. Voilà. Pardon? En rédaction? Oh bah, très bien. Macron devrait s'exprimer dans les 15 jours. Alors, je reprends la une de Libé. Il attend quoi? Il y a cette une qui est assez réussie aujourd'hui d'un Emmanuel Macron qui est assis sur une chaise. Et cette question, il attend quoi? Est-ce que vous trouvez qu'il doit s'exprimer rapidement? On va parler des régionales et on va parler également de la loi séparatisme au Sénat. Beaucoup de sujets aujourd'hui. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Mathieu. Moi, c'est un coup de gueule, ça concerne Deliveroo. Vous savez, c'est très pratique, on peut se faire livrer ce qu'on veut, et puis surtout, ça sauve les restaurants depuis un an. Mais il y a un souci avec Deliveroo, c'est que de plus en plus, voire 9 fois sur 10, je ne comprenais pas pourquoi j'étais livré par quelqu'un qui n'arrivait pas à déchiffrer le code ou l'interphone, ou qui me disait, est-ce que vous parlez en anglais? C'est bizarre quand même, et en fait, Deliveroo, vous avez énormément malheureusement de sans-papiers qui achètent des comptes de gens qui officiellement travaillent pour Deliveroo. Et qui sous-traitent. Et mon coup de gueule vient pas évidemment sur ces pauvres gens qui doivent travailler, il vaut mieux qu'ils fassent un truc légal que quelque chose d'illégal, mais il vient sur Deliveroo qui ne pratique strictement aucun contrôle, mais il n'y a aucune transparence, une opacité totale, ils ne peuvent pas ne pas être au courant, parce que je vous dis là aujourd'hui c'est 9 commandes sur 10 clairement, et ça fait peur, parce que se dire mais bon, strictement aucun contrôle sur une chose quand même sérieuse comme ça, et puis on utilise la misère de gens, il y a des gens qui se font de l'argent en vendant leurs comptes pour que ces pauvres gens puissent travailler, c'est un scandale. Thomas? Oui, je partage, c'est un scandale puisque ces plateformes, elles ont été quand même conçues sur un modèle qui était plutôt particulier, puisqu'au final on exploite des gens et là on voit qu'on est jusqu'au bout de la chaîne de la logique. C'est-à-dire que pas les gens, ils sont payés les gens. Oui, mais ils n'ont pas de statut de salarié, ils n'ont pas de protection sociale. Vous pouvez pas dire donc ça. Bien sûr que si. Il y a des auto-entrepreneurs comme moi, par exemple, je suis pas salarié, je suis pas exploité pour autant pour les gens qui travaillent. Non, mais je parle du modèle des plateformes en ligne, notamment Deliveroo, sur lesquels on n'est pas d'accord et nous on revendique qu'il y a un statut de salarié. D'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus de pays européens qui prennent des décisions de justice pour dire que ces gens sont des salariés. Mais là, on voit que c'est absolument scandaleux. Je suis d'accord avec vous. Deliveroo ne peut pas être au courant de ce qui se passe et ils surfent sur ça pour faire de l'argent sur la misère de gens qui sont déjà dans une souffrance extrême. Je crois que c'est pas sérieux et ça mérite un contrôle très strict quand même. Et surtout, on peut le signaler. On peut appeler la plateforme, leur dire moi je l'ai fait, et c'est pas dénoncer quelqu'un, c'est leur dire vous avez un problème, oui on va voir. Voilà, donc en fait ils se foutent du monde. Mais ils le savent, ils se foutent du monde. Ils bénéficient d'une impunité, ils continuent là-dessus puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de sanction derrière. Ça fait rigoler Éric Verhaeghe. Oui, parce que une chose me fait rigoler, l'autre pas. Celle qui me fait rigoler, c'est que j'entends le camarade Porte. Et je me souviens d'une époque où, quand je lisais Marx, je lisais que le salariat, c'était l'exploitation. Et maintenant, j'entends des tas de gens qui se réclament du marxisme et qui me disent que l'exploitation, c'est ne pas être salarié. Et que le salariat, c'est la libération, ce qui est un contresens, un terme marxiste. Et je me demande comment des gens de gauche peuvent aujourd'hui prétendre qu'on libère les gens avec le salariat en se réclamant d'une doctrine qui a dit le contraire et qui est fondée sur le contraire. Alors, je pense qu'à l'époque de Marx, les auto-entrepreneurs n'existaient pas. Non, mais vous connaissez la phrase. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est le contraire. Oui. Voilà. Non, je voudrais quand même préciser que je préfère que, et j'ai pour ma part une inquiétude, je préfère que les travailleurs sans papier puissent travailler plutôt qu'on ne mette en place des systèmes pour les empêcher de travailler et les condamner à vivre des allocations. Et je crois que le drame de ce pays, c'est qu'en effet, on préfère des migrants, des immigrés, des venus de l'extérieur qui sont en situation de dépendance plutôt qu'en position de pouvoir travailler pour vivre. Et moi, je suis désolé, je suis pour que les gens vivent de leur travail et pas d'allocation.
Alors, on va passer... Non, mais en tout cas, c'est bien de le signaler et de dire on ne peut pas continuer, en tout cas, à dire qu'il n'y a rien. Voilà. Éric, coup de cœur. Oui, moi j'ai un coup de cœur puisque vous savez que la justice, après 10 ans de procédure, et cette longueur pose quand même des questions, après 10 ans de procédure, a fini par condamner le laboratoire Servier pour alors une amende d'environ 2 millions d'euros, plus 200 millions d'indemnités pour les victimes de ces préjudices, c'est-à-dire pour les ayants droit des personnes qui sont mortes de ce médicament. Et je trouve bien quand même qu'à un moment donné, l'État régalien fasse son job, qui est de condamner les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments qui sont détournés de leur usage pour tuer, et sans contrôle. Ce qui me gêne, c'est que petit tempérament, petite modulation à ce coup de cœur, c'est que je trouve que la sanction n'est pas assez lourde, puisque le laboratoire Servier dégage plus de 600 millions d'euros de bénéfices, et les indemnités versées aux victimes ne seront que de 200 millions au total, et l'amende de 2 millions. Donc je pense qu'on aurait pu taper plus fort. Je me demande pourquoi on a mis 10 ans pour ne taper que si faiblement. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas une vision claire de qui, au sein du ministère de la Santé, la responsabilité politique du ministère de la Santé, qui a pendant des années couvert un médicament qui tuait. Et ça me rappelle, si vous me permettez de marteler, mais nous le voyons à l'occasion de cette pandémie, le rôle du ministère de la Santé n'est pas toujours de protéger les gens comme on le croit, mais plutôt de couvrir des pratiques qui sont dangereuses pour les citoyens. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas eu ce procès-là. Qu'on l'ait eu plus tôt. On vous a perdu, Éric, je crois. Non, vous êtes là. Mais apparemment, ça leur a coûté, me disait un journaliste qui a suivi l'affaire, beaucoup plus cher en frais de justice, en frais d'avocat, que cette amende, que cette condamnation qui a le mérite d'en être une, mais qui n'est effectivement peut-être pas suffisante, Thomas. Non, mais je partage ce qui vient d'être dit, c'est que la sanction, elle est importante parce que ça marque quand même le coup pour dire qu'on ne peut pas vendre des médicaments qui sont détournés de leur objet, qui entraîne des cortèges de morts derrière. Ça pose aussi la question des responsabilités et du lien entre le ministère de la Santé et différents lobbies et les allers-retours entre le privé et le public, où il y a des liens qui se tissent et derrière des connivences qui se créent. Donc c'est vraiment une chose importante. Et effectivement, je crois que la sanction, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être parce que ça a été un drame terrible. Il y a eu des souffrances absolues, des dizaines et des centaines de morts. Et aujourd'hui, on a une amende qui est faible au regard des bénéfices et des marges de cette boîte-là. Oui, absolument. On va continuer notre tour de table. Il nous reste du temps. Benjamin, on en reparlera tout à l'heure, mais vous, c'est un coup de gueule ? Oui, un coup de gueule concernant les futures potentielles élections régionales de cette année, de 2021. Et j'ai le sentiment, malheureusement, qu'on va assister à une sorte de hold-up intellectuel sur ces régionales. Donc, je voulais pousser un petit coup de gueule en début de campagne. Un hold-up intellectuel, pourquoi ? Ça fait 3-4 ans que la démocratie est malmenée. Avec ce Covid, les gens ont besoin de respirer dans tous les sens du terme, et je pense que la démocratie aussi a besoin de respirer, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais j'ai le sentiment qu'un hold-up intellectuel arrive parce que beaucoup de candidats s'expriment sur des sujets qui sont exogènes aux prérogatives de la région. Je m'explique très simplement. Dans beaucoup de régions, j'entends déjà il va falloir contrôler les frontières, il faut renforcer la chaîne pénale. Je suis désolé, ce n'est pas une prérogative du Conseil régional. Lorsque j'entends certains candidats ou présidentes en place dire qu'il va falloir s'inscrire dans la logique climatique, il va falloir préserver la forêt amazonienne, je suis désolé, ce n'est pas une prérogative du Conseil régional. Donc il va falloir faire attention à ce que les électeurs ne se fassent pas flouer par des thèmes épouvantails qui cherchent à capter un électorat, alors que la région a énormément de prérogatives sur l'emploi, la formation, tout ce qui est également sanitaire aujourd'hui. Enfin bref, la loi NOTE de 2015 a renforcé énormément les infrastructures, en tout cas les compétences des régions, et aujourd'hui on n'en entend pas parler. Et alors, deuxième scandale intellectuel, c'est que ce début de régional ressemble ni plus ni moins à un starting block d'une compétition d'athlétisme pour les présidentielles. Ouais. Et des candidats qui se présentent dans certaines régions se revendiquant étant le poulain ou le futur ministre d'un ou d'une telle candidate, je suis désolé, on s'en fout.
On s'en fout, puisque nous, ce qui nous intéresse quand on est citoyen, et en Occitanie, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'il y a quelqu'un qui s'est chagriné devant un monument aux morts. Ça nous intéresse pas de savoir s'il y a des gens qui sont rentrés ou non dans le conseil régional. Ce qui nous intéresse, c'est comment nous, gilets jaunes de l'époque, on va faire pour avoir une meilleure mobilité dans la région, comment on va faire pour qu'il n'y ait plus de désertification médicale. Donc mon petit coup de gueule, c'est ça, c'est attention aux candidats et aux candidates de ne pas tomber dans cette facilité. Allez, on en reparlera tout à l'heure, puisque un décret est paru ce matin et qui officialise le report des législatives partielles à Paris et dans le Pas-de-Calais, sans date de report. Et ça, c'est passé en catimini ce matin, en toute discrétion. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. On est ensemble avec vous pour le 10h midi et nous débattons aujourd'hui avec Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Et vous publiez la semaine prochaine le Grand Reset, mythe et réalité. Cette publicité. Mais non, mais c'est certainement un ouvrage de qualité. Thomas Porte, conseiller politique, votre livre Au cœur de la haine est paru aux éditions Arcane 17 et c'est un livre qui parle de génération identitaire, le processus et la genèse de ce groupe. Mathieu Alterman, journaliste, et on attend votre prochain livre qui va s'appeler Norbert Saada, producteur de légende avec un S. Avec un S, voilà. Donc on va parler ces régionales, faut-il les reporter? La loi séparatisme au Sénat, vous l'avez entendu dans le journal. Et puis Emmanuel Macron qui devrait s'exprimer dans les 15 jours. Cette espèce de communication de l'attente qui devient assez insupportable. Je vais vous donner la parole dans un instant, Mathieu Porte, parce que... Thomas Porte, je mélange moi. Je voulais juste m'étonner d'un tweet de Jean-Michel Blanquer. Je ne sais pas si vous l'avez vu dimanche soir. Alors, est-ce qu'il avait bu? Est-ce que c'était l'apéro? Est-ce que je ne sais pas. C'est cette chanson de Pink Floyd. Je crois qu'on doit l'avoir. Voilà. Donc, Jean-Michel Blanquer, vous n'avez pas vu ça? Non. Donc, en fait, c'est une vidéo qui a été postée aux États-Unis par une Américaine. C'était en Californie. Et c'est Another Brick in the Zoom, c'est-à-dire plutôt qu'une autre brique dans c'est en gros les professeurs, les élèves qui veulent retourner à l'école. Sauf que l'auteur de ce clip dit, oui, mais sauf que la situation était extrêmement différente puisque aux États-Unis, en Californie en particulier, les écoles étaient fermées. Donc, merci, mais il faut recontextualiser les choses. Vous l'aviez vu, Thomas Porte? Oui, je l'ai vu, parce qu'il s'est fait reprendre de voler immédiatement, notamment par la personne qui avait publié cette vidéo, comme vous l'avez expliqué. Mais ça montre ce que fait Jean-Michel Blanquer depuis le début de cette crise. Tout ce qu'il touche du doigt, tout ce qu'il essaye de dire, c'est un échec total. Et ça ne marche pas, donc on n'est pas surpris, mais c'est quand même surréaliste qu'en période pandémique où on essaye quand même, l'objectif est de garder les écoles ouvertes, et je partage ça, mais il faut donner des moyens sanitaires importants aux enseignants, fournir des masques. Lundi, on a testé 0,03% des enfants du primaire, ce qui est absolument catastrophique, et qu'un ministre de l'éducation dans cette période tweet une vidéo à 22h30 pour dire qu'il faut enseigner en présentiel plutôt qu'en Zoom, c'est pas sérieux. On Zoom, c'est un détournement donc de tu dis, je vais faire jaune, je vais poster Pink Floyd. Non, mais il y avait aucun commentaire, c'était balancé comme ça, donc c'est pour ça on s'est dit peut-être que un enfant a piraté son compte, mais en tout cas l'auteur Ifat Organ dit je suis très heureuse qu'il ait aimé ma chanson, mais la situation n'était pas tout à fait la même en Californie. Vous l'aviez vu, Éric Verhaeghe aussi, ça? Non, enfin, je suis passé complètement à côté, mais comme je ne suis pas animé d'une blanquérophobie. Non, mais c'est pas de la blanquérophobie. C'est toujours ce débat qu'on a sur la com du gouvernement qui est pour le moins étonnante, et qui est toujours pour le moins étonnante. Alors Thomas, vous vouliez revenir sur les propos de Audrey Pulvar. On en a parlé hier. Oui, moi j'ai envie d'adresser un coup de cœur à Audrey Pulvar et de la soutenir et je la connais, c'est une amie, une camarade, et de lui adresser toute mon affection et mon soutien parce qu'elle subit un lynchage depuis maintenant dimanche, et en vérité ça fait 3 semaines qu'on est sur une question de réunion non mixte qui sont en vérité des groupes de parole non décisionnels depuis que l'UNEF a pris la parole sur une radio. Et c'est absolument, je le dis avec beaucoup de colère, parce qu'on est en train d'inverser un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en train d'accuser celles et ceux qui sont victimes de discrimination, qu'elles soient sexistes ou racistes, d'être eux-mêmes des racistes. Donc c'est ça aujourd'hui le sujet. C'est le cas. Donc c'est pas, non, ils sont pas aujourd'hui racistes. Sur les yeux, mais vous prenez, je regardais ce matin, vous prenez l'Automobile Club de France. Depuis qu'il existe, il interdit les réunions aux femmes. Est-ce que quelqu'un en parle? Quand Mélanie Luce
prend la parole, ou quand Audrey Pulvar prend la parole, il y a des torrents de haine. Quand Laura Adler, qui est une femme blanche, prend la parole et dit la même chose, il n'y a rien qui se déverse sur les réseaux. Moi, je pense que derrière cette problématique et derrière cette polémique, il y a aussi une question de racisme latent dans la société. Et je finis par une chose, parce qu'on a quand même atteint des sommets, et Éric Coquerel l'a rappelé hier avec beaucoup de justesse, on a quand même un député qui a demandé la dissolution d'un syndicat. Aujourd'hui, quand on a des exemples de dissolution de syndicats dans les pays européens, on sait ce que ça a été. Ça a été Mussolini en 1925, le régime nazi en 1933, le point Godwin, absolument Pétain en 1940 et Pinochet en 1976. Non, mais ce sont des faits réels sur la dissolution de syndicats. Donc c'est extrêmement grave. Monsieur, quand je vous entends, je ne sais pas si je suis face à une parodie, quoi. Enfin, il y a un moment là, on est dans. Vous considérez que sous prétexte que des gens sont victimes du racisme, que tout ce qu'ils vont dire va être forcément intelligent. Non, la séparation entre l'intelligence et la non-intelligence. Vous pouvez très bien être un raciste, malheureusement, et dire des choses vraies. Vous pouvez parfaitement être victime du racisme et dire des grosses conneries. Non, mais là, c'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'on a le droit d'avoir des réunions où les gens peuvent exprimer une parole? Le sujet, c'est de. On n'a pas eu de débat sur la question du mouvement de libération des femmes. C'est de maintenir des réunions non mixtes où les métis, ils font comment? Moi, par exemple, en tant que juif, j'ai le droit d'aller dans une réunion alors que je suis blanc. Enfin, vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de l'Union des étudiants des Juifs de France, par exemple? Elle participe pas, elle fait pas des réunions non mixtes. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même un critère où il faut, pour être adhérent à l'Union des étudiants juifs de France. Vous plaisantez quoi? Alors à ce moment-là, vous êtes contre les clubs de supporters de foot sous prétexte que c'est interdit aux gens qui aiment le rugby. Enfin, c'est débile. Là. Vos trucs n'ont aucun rapport avec le réel. Mais c'est pour ça que moi je suis pas favorable. Je vous dis que quand c'est incompatible avec la République et la laïcité, là il y a un souci. Quand il y a aucun problème d'incompatibilité, évidemment il y a aucun souci. C'est tout. Mais ce sont des cercles de parole non décisionnels ou des gens qui sont victimes de discrimination et c'est prouvé dans le mouvement révolutionnaire. On peut exprimer ces paroles. Vous êtes contre les boîtes de nuit qui sont interdites aux gens suivant leur couleur. C'est pareil, c'est pas décisionnel. C'est un endroit, c'est un club de boîte de nuit. C'est exactement la même chose. Quel que soit l'endroit, vous pouvez pas l'interdire. Mais surtout qu'Audrey Pulvar, elle s'est déclarée contre ces ateliers non mixtes. C'est sa parole quand elle dit qu'ils se taisent, c'est la manière dont elle l'a exprimé, puisqu'elle a dit, je l'ai redit, je suis contre ces ateliers. Alors après, elle est allée dans une direction un peu plus complexe à comprendre. Éric Verhaeghe. Oui, non, mais alors, d'abord, il faut redire quand même des évidences, puisque quand j'entends Porte, parfois je me pince en me disant, mais est-ce que je suis éveillé ou est-ce que je suis dans un cauchemar? Il faut redire que si moi, par exemple, je décide d'organiser une réunion non décisionnelle interdite aux Noirs, je relève de la correctionnelle. C'est comme ça, dans ce pays, c'est la règle. Alors maintenant, on nous explique, oui, mais quand c'est interdit aux Noirs, c'est de la correctionnelle, quand c'est interdit aux Blancs, c'est bien. Alors, aucun esprit humain, logique, universaliste ne peut défendre une connerie pareille. C'est comme ça. Voilà. Après, on peut nous expliquer, vous n'avez pas compris, mais vous êtes trop idiot, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais une évidence est qu'aujourd'hui, on part du principe que les Noirs n'ont pas à respecter les mêmes règles que les Blancs. Voilà. Et ça ne peut pas tenir. Moi, la deuxième chose que je note, c'est qu'en effet, cette logique, elle va nous amener à l'apartheid. En réalité, aujourd'hui, ceux qui veulent l'apartheid en France, ce sont les populations d'Afrique. Et nous nous battons pour défendre l'universalisme. Nous avons mis en place des lois qui culpabilisent un blanc de dire « je ne veux pas de noir autour de ma table ». Et nous avons aujourd'hui des minorités que nous avons protégées qui demandent la remise en cause de cette règle universaliste et la mise en place d'un apartheid. Attendez, il y a juste un truc, je voudrais réagir à ce que vous dites. Il ne faut pas oublier, je veux repréciser, c'est une minorité qui fait du bruit. Enfin, l'immense majorité des Noirs en France ne soutient pas une connerie pareille, heureusement. Oui, sauf qu'on ne les entend pas. Moi, j'entends très peu de personnes issues de l'immigration dire pas en notre nom. Le livre de Rachel Kahn est fabuleux, qui vient de sortir dessus. Oui. Alors, il y a eu un débat hier, d'ailleurs, entre Rachel Kahn et Rokhaya Diallo sur le sujet. Bon, écoutez, j'ai choisi mon camp. On va pas refaire... Aujourd'hui, il y a une pulsion d'apartheid dans une partie des populations venues d'Afrique qui vivent en France. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Thomas? Bien sûr que non. Ces réunions-là, il n'y a pas un panneau écrit en gros interdit aux blancs, d'une, et de deux, c'est pas des réunions où on dit on veut pas des blancs. C'est simplement on explique qu'on est victime de discrimination. C'est ça. Historiquement, par exemple, la CGT avait regroupé dans les usines de Boulogne-Billancourt, quand il y avait Renault, les travailleurs selon les origines, pour qu'ils parlent la même langue, qu'ils puissent défendre leurs revendications. Après, on les mettait dans un modèle commun de défense des intérêts. C'est ça la réalité. Ce qu'on disait hier aussi, c'est ce qui se passe aux États-Unis, où il y a une sorte d'apartheid qui est en train de se mettre en place quand on voit que la remise de diplômes, je ne sais plus dans quelle université, prévoit des remises de diplômes pour les Noirs, pour les Métis, pour les... Non, mais je vous ai pas dit ça. Oui, moi, j'ai simplement dit que si un groupe de parole peut permettre à des gens qui sont victimes de discrimination
d'exprimer cette discrimination et de passer outre et d'arriver à lever tout ce qui entoure les discriminations, moi j'ai pas de souci avec ça. Parce que l'objectif en vérité que poursuit l'UNEF et que poursuit des organisations qui organisent ces groupes de parole, comme ça a été le cas avec les femmes victimes de violences, c'est qu'on puisse passer outre ces discriminations. C'est aussi simple que ça, c'est un petit peu ce que disait Éric Vérac, est-ce qu'il n'y a pas derrière un autre propos? Vous voulez réagir aussi, peut-être Benjamin Cauchy? Oui. Oui, je voulais réagir. Il y a deux sujets. Il y a celui d'Audrey Pulvar et puis il y a celui de l'UNEF. Et sur celui de l'UNEF, je suis assez d'accord avec Monsieur Porte. Je pense pas qu'il faille dissoudre l'UNEF. Je pense qu'au regard des différentes actions qu'elles ont pu mener ou propos diffusés depuis quelque temps, c'est à la justice de s'enquérir de la légalité ou non de ces actions et de ces propos. Et le cas échéant, il incombera au ministère de l'Enseignement supérieur et au Conseil des ministres de déterminer si, oui ou non, il convient de sanctionner, alors peut-être financièrement, l'UNEF. Mais moi, à l'heure qu'il est, je n'ai pas, si ce n'est qu'une conviction personnelle, mais la loi ne me pousse pas à dire qu'il faille dissoudre l'UNEF. Concernant Audrey Pulvar, elle est suffisamment intelligente pour très bien avoir su ce qu'elle disait. Elle surfe sur un racisme anti-blanc qui existe dans notre pays. C'est une réalité. Ce n'est pas... Ce n'est pas nier le fait que le racisme existe dans le pays que de s'enfermer dans cette notion de racisme anti-blanc, mais cette montée des communautarismes, ce repli sur soi qui est aussi abject quand il est à l'extrême droite que quand il est à l'extrême gauche, devient extrêmement nauséabond. Et j'ai peur malheureusement qu'Audrey Pulvar se soit essayé à faire du en même temps, et c'est pas terrible. Et je voudrais juste ajouter, rappelons quand même, l'UNEF, ça représente 2% des étudiants, donc c'est rien. Ça représente rien. Bon. Ça représente rien. Et juste une dernière chose, juste 2 secondes pour conclure. J'aimerais mais la CGT ne représente pas grand-chose non plus finalement. Non, mais qu'on arrête de faire venir en France, des débats présents aux États-Unis depuis des décennies, où réellement aux États-Unis c'est un pays raciste. Vous pouvez pas, un couple mixte dans un film, ça n'existe pas. Il y a eu des choses épouvantables. Relisez les mémoires de Miles Davis, le jazzman le plus connu de tous les temps, qui raconte que lors de son premier voyage en France en 49, il comprend enfin qu'il est traité comme un être humain. Il y a eu un historique énorme de musiciens qui sont venus en France s'installer, de gens qui ne souffraient pas du racisme, contrairement aux États-Unis. Ce sont 2 pays qui n'ont rien à voir sur la question. Allez, on marque une pause et on change de sujet. Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans les 15 jours. Et il attend quoi, c'est la question à la une de Libération ce matin. A tout de suite sur Sud. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Thomas Porte, Mathieu Alterman, Éric Vérac et Benjamin Cauchy. Alors la France échappera-t-elle à un véritable reconfinement avec des écoles fermées? Emmanuel Macron disait que rien n'était décidé dimanche dernier. Les jours à venir s'annoncent une nouvelle fois décisifs. Alors ça fait des semaines qu'on nous dit que c'est décisif, mais cette annonce hier de dire le président va parler d'ici 15 jours, c'est une forme de supplice pour les Français. Alors soit il ne sait pas et il dit rien, mais nous dire il va parler dans 15 jours, c'est un teasing organisé insupportable. Je sais pas. C'est parce que son discours est prévu dans l'espoir d'avoir des chiffres qui s'améliorent d'ici 15 jours. C'est tout. Et qui ne peut pas revenir un an après le début de la pandémie en disant on en est au même point. Ouais. C'est juste ça, je pense. Oui, vous pensez? Oui, je pense, parce qu'il a son discours sa prise de parole de la semaine dernière où il a quand même dit j'ai pas de mea culpa, tout va bien, je ne me remets pas en cause. Aujourd'hui, on voit bien que ça va pas. Et d'ailleurs, dans le journal Libé aujourd'hui, dans l'édito, ça reprend une phrase de Bruno Le Maire où Bruno Le Maire, dans son livre, écrit en 3 ans, je ne l'ai jamais vu à l'heure Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, effectivement, il n'est pas à l'heure de la gestion de la crise. Et je partage ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, il espère pouvoir s'exprimer au moment où on aura des chiffres qui sont positifs et qui valident tout ce qu'il a mis en place, mais on voit bien que c'est pas le cas. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de dose, on est en retard sur un peu tout. C'est la catastrophe dans les écoles, donc il peut pas s'exprimer. Et c'est vrai que c'est un supplice parce qu'on est toujours pendu à cette parole présidentielle. Il y a même un papier dans Le Monde où on dit son entourage, alors j'aime bien ça, c'est son entourage, on ne sait pas de qui on parle déjà, dit aujourd'hui il est devenu spécialiste des études d'épidémie, il est presque plus compétent que les médecins, donc il les lit, il décide tout seul. Mais on voit le résultat. Oui, Éric Vérac. Oui, alors vous savez Valérie que je suis plutôt pro-Macron sur ce sujet de la gestion de la pandémie et je vous trouve toujours trop dur parce qu'en réalité, évidemment que le choix le plus simple c'est de dire dès le début janvier on enferme tout le monde le temps que ça se calme comme en Allemagne.
La question, c'est que ça coûte très cher. Et on voit bien, vous avez cité les chiffres sur Sud Radio ce matin, l'Île-de-France, la seule Île-de-France a perdu 15 milliards d'euros l'an dernier, rien qu'à cause du tourisme, de la perte touristique. Donc, il faut avoir conscience que ce qu'on va gagner aujourd'hui en confinant massivement, on va le perdre en carnage social demain. Parce que la situation, il y a un décrochage français aujourd'hui massif dans cette crise, et plus on confine, plus les lendemains de fête, si j'ose dire, les lendemains de confinement vont être douloureux. Donc moi, je trouve qu'Emmanuel Macron fait plutôt preuve de sens des responsabilités en balançant l'un et l'autre. C'est-à-dire que décider de confiner, c'est une décision facile à prendre d'une certaine façon, parce que c'est la décision de précaution. C'est la décision des gens qui ne prennent pas de risques. Mais il est prêt. La conséquence économique sera terrible dans un an, et je suis sûr que dans un an, on fera le procès de la politique économique de ce pays quand on va s'apercevoir que partout on baisse les salaires, que partout on fait des plans sociaux, et que partout on a du mal à reprendre l'activité économique normale. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a tout de même un souci, vous parlez d'économie. On parlait de l'Allemagne, vous avez dit que l'Allemagne a confiné intégralement. Mais l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont favorisé, par des mesures fiscales, le télétravail. C'est-à-dire qu'on a défiscalisé les heures, ça a encouragé toutes les sociétés à pratiquer le télétravail. Depuis un an, le gouvernement aurait tout à fait pu légiférer là-dessus. Aujourd'hui, le gros des contaminations Covid a lieu sur les lieux de travail. Au bureau, les gens à un moment enlèvent leur masque, le déjeuner, lors des réunions. Oui, mais il n'y a aucune mesure fiscale pour encourager le télétravail. Vous avez énormément d'entreprises qui refusent de passer au télétravail. Si on avait forcé ces entreprises par des mesures fiscales, aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de contamination au sein des bureaux. On peut le faire en plus. On aurait pu légiférer là-dessus. La contamination, elle se fait beaucoup en famille aussi, dans les proches. Oui, mais la famille, vous ne pouvez pas acheter un autre appartement, alors que le travail est une alternative. Je suis d'accord. Thomas je n'irai peut-être pas jusqu'à l'exonération fiscale, mais effectivement, aujourd'hui, on se... Pas exonération, mais du moins un aménagement. Un aménagement, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est toujours dans la même stratégie, on appelle à la bonne volonté, et on voit bien que quand vous prenez les transports tous les jours, ça continue à être quand même assez plein, et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne passent pas en télétravail, et c'est quand même un sas de contamination très important, le virus circule, alors qu'on a quand même le moyen dans de très nombreuses entreprises de faire du télétravail qu'il faut encadrer, parce qu'il faut quand même aussi assurer une protection des salariés, des conditions de travail à domicile et tout ça, mais on a les moyens de faire quelque chose, là-dessus on peut agir, et ce levier pour l'instant il n'a pas été utilisé, si ce n'est Emmanuel Macron qui dit j'appelle les entreprises à avoir recours au télétravail. On connaît ce que ça donne, les appels du gouvernement. C'est plus fou que ça. Il ne faut rien pour légiférer sur le télétravail avec des mesures fiscales, mais ils veulent empêcher les réunions de groupe dans la sphère privée, ce qui légalement est impossible, puisqu'il n'y a pas de loi pour empêcher les réunions privées. Donc c'est ridicule. Voilà. Benjamin Cauchy. Oui, c'est un supplice chinois. On connaissait l'ordalie à l'huile bouillante, on connaissait le supplice de la chèvre. Désormais, avec le Covid, on connaît la communication d'Emmanuel Macron. C'est juste insoutenable, c'est insupportable, comme vous le disiez, Valérie. Je rebondis sur ce que disait M. Berlag en parlant des chefs d'entreprise et le fait qu'Emmanuel Macron ait pu jusqu'à présent jouer le jeu. Vous, monsieur, moi, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants sont en train de jouer le jeu. Soyons bien clairs, pour l'instant, c'est open bar, on arrose, et c'est un petit peu comme les pompiers, vous savez, une fois que le feu est éteint, on se rend compte qu'il y a une belle inondation et que les fondations sont abîmées. Donc moi, je serais quand même assez vigilant sur ce qu'a fait Emmanuel Macron, et ce qui est compliqué, encore une fois, pour les chefs d'entreprise, c'est de se projeter. Là, le président Macron va communiquer dans 15 jours. Si vous êtes chef d'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous décider ou non à embaucher un commercial, 2 commerciaux? Est-ce que vous allez changer votre flotte de véhicules? Est-ce que vous allez changer votre flotte de matériel informatique? Bien sûr que non. Parce que vous vous dites, peut-être que dans 15 jours, le président Macron va tout bloquer de nouveau. Donc, je suis partagé entre le fait que les acteurs économiques souffriraient d'un confinement et en même temps, pardonnez-moi, mais si on ne se confine pas pour 15 jours pour bloquer le virus, parce qu'on n'a pas les vaccins, parce que ça a été mal géré depuis un an, parce que Emmanuel Macron est, comme dirais-je, dogmatique sur le fait de refuser d'acheter un vaccin Sputnik, par exemple, ou d'un autre pays, je m'en fous des Russes, mais clairement d'un autre pays, de prendre des initiatives personnelles, pour le coup, je trouve que la communication maintenant révèle effectivement d'un supplice chinois parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il veut nous emmener. Mais je pense qu'il ne le sait pas lui-même, c'est un peu ça c'est bien ça le drame, c'est qu'on attend d'un chef de l'État
à défaut d'avoir solution à tout, on ne va pas lui demander d'être un magicien, mais en tout cas de nous donner une direction. Et le fait que multiples médecins, multiples épidémiologistes, vous avez remarqué, je ne vais pas mouiller sur la santé, je ne vais pas mouiller sur les médicaments, je ne vais pas mouiller sur les vaccins parce que ce n'est pas mon job. Et je crois justement que cette communication présidentielle, elle est brouillée par des dizaines et des dizaines de personnes qui soit jouent aux médecins ou soit jouent au patron d'ARS. Et ça, c'est pas sain non plus. Et je crois que ça, c'est pas à l'avantage d'Emmanuel Macron. Et pour le coup, là, il a la main pour maîtriser cette communication. Alors, on a Pierre en ligne qui voulait réagir. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous remercier puisque la dernière fois j'étais intervenu en précisant que Jean Lassalle se présentait à l'élection présidentielle et il s'avère qu'immédiatement après, l'AFP a contacté M. Jean Lassalle pour tout étonné de savoir qu'il se présentait alors qu'il avait envoyé en décembre sa candidature. Mais c'est juste donc pour vous dire... c'est l'effet Sud Radio. Voilà, c'est l'effet Sud Radio ou alors ce qui m'étonne, l'effet confinement peut-être aussi, l'AFP est peut-être confinée au point de ne pas lire les messages qu'on leur envoie. Ben oui, parce que nous on n'a pas, je crois, on n'a pas vraiment, je sais pas si on a recommuniqué dessus, mais on m'a dit non, il l'a déjà annoncé. Donc, voilà, merci Sud Radio. Effectivement, on a vu Jean Lassalle un petit peu partout depuis. Donc, tout à fait. C'est comme je vous dis, c'est grâce à vous et je suis extrêmement d'ailleurs surpris que du coup l'AFP se préoccupe comme ça. Alors, est-ce qu'ils le font parce que tout d'un coup ils ont omis de le dire ou est-ce qu'ils le font parce que justement derrière ils se sentent un peu obligés, sachant que bien sûr, s'ils ne le précisent pas, on arrive à un an des élections, c'est quand même un peu drôle, quoi. Ouais. Voilà. Donc, sur la gestion d'Emmanuel Macron. Alors moi je crois que M. Macron ne peut pas confiner pour une simple et bonne raison, c'est qu'il l'avait annoncé. Il est plus ou moins soumis à Bruno Le Maire qui derrière, l'autre jour lorsqu'il a reconfiné le nord de la France, s'est mis en colère contre l'Europe parce qu'il n'a pas réussi à obtenir les aides qui étaient prévues. Et donc du coup évidemment que le président ne peut pas reconfiner. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus une thune, c'est le cas de le dire. Et donc derrière il ne pourra pas reconfiner. Par contre, pour ce qui est des élections régionales, moi j'ai eu vent déjà au mois de décembre que l'élection régionale serait reportée à septembre 2022. Vous entendez, 2022, non pas 21, 2022. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour le moment, ils ne peuvent pas en parler. La loi, pour le moment, les autorise à repousser l'élection en 2021, c'est-à-dire en septembre 2021, mais il va forcément y avoir un nouveau projet de loi qui va prolonger cette élection à 2022. Et d'ailleurs, au départ, c'était parce que derrière, il y avait Xavier Bertrand qui était candidat et il avait annoncé qu'il serait candidat en fonction du résultat de ces régionales. Or, comme on repousse ces élections régionales, Xavier Bertrand, du coup, s'est annoncé sa candidature à l'élection présidentielle avant les élections régionales. Voilà. On va en reparler des régionales. Restez avec nous. On en reparle dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et les commentaires de l'actualité avec Benjamin Cauchy, Éric Verhaeghe, Thomas Porte et Mathieu Alterman. Alors, on avait notre auditeur Pierre qui nous parlait des régionales. Est-ce qu'il faut les reporter Est-ce qu'elles le seront? Le Conseil scientifique a renvoyé la balle lundi au gouvernement pour qu'il prenne la décision qui est évidemment politique de repousser ou non ces élections régionales pour avoir eu quelques politiques il semblerait que la décision ne soit effectivement pas prise, mais ce seront les parlementaires qui voteront in fine une loi de report ou pas. Alors évidemment certains soupçonnent un calcul politique. Est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper? Non. Ouais. C'est ce que disait Pierre. La situation change de jour en jour, donc il est normal qu'ils disent qu'ils ne savent pas s'ils les annulent ou pas pendant 2 mois. On espère qu'évidemment la situation sanitaire ne sera plus du tout la même dans 2 mois. Maintenant, penser à une opération politique, je vous dire, le fond de ma pensée, La République En Marche a absolument aucune chance de remporter la moindre région. Donc le suspense et la manipulation, très relative. Ouais. Voilà, le seul suspense qu'on a sur ces élections, c'est est-ce que la région PACA va passer à la main de Mariani ou non. En gros, c'est le seul truc, voilà. Ouais. Bon, sinon... Thomas Porte sur ces régionales. Calcul politique ou pas, là aussi, je suis plutôt très réservé là-dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment qu'elle puisse se tenir. Ça voudra dire à la fois que la situation sanitaire s'est améliorée et que notre pays a quand même besoin d'avoir des exercices démocratiques assez réguliers pour que les gens puissent s'exprimer, qu'on puisse, chacune et chacun puisse porter leurs idées. Maintenant, il y a des solutions qui sont mises sur la table par différents groupes parlementaires. Est-ce qu'on va donner plus de moyens pour envoyer plus de documents par la poste? Est-ce que le Conseil scientifique, d'ailleurs, préconise dans son rapport, j'ai vu que les personnes qui tiennent les bureaux de vote soient vaccinées?
comment on va organiser les bureaux de vote. Tout ça s'organise très sérieusement. Moi, j'espère vraiment qu'elles vont pouvoir se tenir, parce que je le redis, ça voudra dire qu'à la fois, on commence à tenir le bon bout sur la situation sanitaire et que notre pays continue à avoir un exercice démocratique, parce que dans d'autres pays européens, on a quand même des élections qui se tiennent. Il faut aussi regarder avec des taux de participation qui sont très faibles, donc ce qui est quand même inquiétant. Mais calcul politique, non. Mais j'espère, en tout cas, moi je suis favorable à ce que ces élections puissent se tenir au mois de juin. Oui. Éric Verhaeghe. En fait, je pense que si Macron n'a pas fait de calcul politique, d'autres en avaient fait pour lui, puisque on se souvient quand même que, par exemple, Xavier Bertrand avait expliqué que l'étape des régionales serait importante dans sa candidature au présidentiel. Et je pense que chez les Républicains, la reconduction, la réélection des sortants aujourd'hui présidentes de région était une étape importante pour le choix du candidat en 2022. Donc même si Macron ne voulait pas faire de calcul politique, les autres en ont fait pour lui, et lui-même ne peut pas ignorer, à moins qu'il soit complètement idiot, ce qu'il ne l'est pas, que selon le résultat des régionales ou la physionomie des régionales, il aura face à lui chez les Républicains plutôt Xavier Bertrand, plutôt Laurent Wauquiez, plutôt Valérie Pécresse, et que donc ça a forcément un impact sur sa propre candidature qui est à peu près annoncée en 2022. Donc quoi qu'il arrive, il ne peut pas ne pas savoir que les choix qu'il fait, je ne dis pas que les choix qu'il fait se résument à un calcul électoral, mais il est évident que tout le monde a mis dans ces régionales un enjeu bien autre que l'élection à la région elle-même. Donc je pense qu'évidemment qu'il y a des calculs politiques qui sont à l'œuvre. Sur le fond, ce que je trouve un peu dommage quand même dans cette affaire, c'est que ces régions, elles sont nées d'une réforme à la serpe de François Hollande, qui devait à la base simplifier notre millefeuille administratif et qui n'a fait que le complexifier. Alors on connaît le discours des moyens, il faut toujours plus de moyens. Résultat, on empile des couches de bureaucrates qui coûtent de plus en plus cher, et on s'aperçoit que finalement, on avait créé des super régions pour décentraliser et pour redonner de la compétitivité à la France dans l'univers européen, et on s'aperçoit que tout le monde s'en fout, que ça n'a pas eu lieu, mais que la seule chose que retient, c'est qui va être président, et personne ne se pose la question aujourd'hui de à quoi ça sert ces super régions. Et à part créer des postes de bureaucrates qui tamponnent des papiers avec notre argent, l'argent des contribuables, je ne sais pas à quoi a servi cette réforme. Et à nourrir il y a des calculs politiciens, c'est une espèce de marche vers le pouvoir suprême, mais en réalité, l'intérêt général là-dedans a été complètement oublié. Ça s'est résumé à une opération de création de postes. Oui, Benjamin Cauchy. Oui, deux choses sur ces élections régionales. Moi, je crois que véritablement notre pays a besoin de cette respiration démocratique. Les Français ont besoin d'avoir quelque chose en commun. Une élection, peut-être quelque chose de commun à partager. Et aujourd'hui, on ne partage qu'un Covid, on ne partage que des doutes et une terreur quotidienne suite aux annonces à venir ou non du président ou des ministres. Vous pensez que les régionales, c'est très, très motivant ? Oui, moi je pense que c'est motivant parce que si on explique aux gens exactement à quoi ça sert, tout simplement. Si on vous dit que demain, pour aller travailler, vous n'avez plus besoin de prendre votre voiture, mais vous allez pouvoir prendre le train. Si on vous dit que demain, vous pouvez en toute confiance déposer vos enfants, prendre le train pour aller au collège, parce qu'il y a une sécurisation des voies. Si on vous dit demain que la région va financer la maison médicale du canton, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on habite dans le Tarn-et-Garonne, on a parfois besoin de prendre 45 minutes le bus pour aller voir un cardiologue. Ça, c'est des réalités concrètes. Donc, je pense que, comme je le disais tout à l'heure dans mon coup de gueule, si on porte véritablement les sujets, il y a un intérêt à porter, parce qu'il y a un besoin de modifier et d'adapter le quotidien, et ça, c'est les régions qui le font. Donc, sur un plan politique, effectivement, qu'il y a des manipulations, je suis d'accord avec Éric, il y a de la manipulation à la fois de l'opposition, mais il y a quand même de la manipulation de la part d'Emmanuel Macron, soyons bien clairs. Plus les élections régionales sont reportées, plus Xavier Bertrand va être coincé aux entournures, plus Laurent Wauquiez va être coincé aux entournures, plus Bruno Retailleau, qui est derrière quelque part dans cette régionale des Pays de Loire, va être coincé aux entournures. Et si M. Chenu perd face à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, et si M. Garot perd face à Aurélien Pradier en Occitanie, qu'est-ce que ça va influer sur cette élection présidentielle? Donc plus ça tarde,
plus Emmanuel Macron est en train de contraindre ses opposants principaux à modifier leur stratégie. Donc pour l'instant, il gagne du temps, mais c'est extrêmement dangereux. Les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de parler, et donc le Conseil scientifique hier n'a pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Nous, maintenant, ce qu'on attend, c'est de savoir comment on peut mener ces élections. Je pense qu'on n'a pas parlé d'une chose, c'est qu'il y a un vrai traumatisme des élections municipales de l'année dernière, où l'abstention fut si forte que des gens élus l'ont été par très très peu de voix. Je pense qu'il y a un certain traumatisme. Ils n'ont pas envie de revivre ça. Oui, c'est vrai. Oui, Thomas ? Oui, mais... Oui, pardon, vous vouliez réagir. Oui, effectivement, il ne faut pas revivre ce drame des élections municipales. Je l'ai vécu moi-même, même pas 30% de participation dans la commune. Enfin, c'est juste absolument chaotique. Les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur parce qu'il y a eu un effet de sidération 48 heures à l'avance. Je vous rappelle un peu le contexte quand même. Le samedi ou le vendredi, Édouard Philippe qui arrive avec sa grise mine à la télévision et qui est en train de nous expliquer que la mort est de l'autre côté du paillasson quand même. Donc forcément, ça n'a pas incité les gens à aller voter. Là, maintenant, on a un an de recul sur le Covid. On sait que c'est dangereux, on sait que c'est contagieux, on sait qu'il y a des solutions qu'on appelle des gestes barrières, on sait que les vaccins arrivent, on sait qu'on peut s'organiser aujourd'hui puisqu'on ne sera pas pris de court. Donc là, je pense qu'un pays qui se veut être un pays démocratique et qui se veut être le pays des Lumières, le pays de l'échange, de la construction de l'universalisme, allons-y, n'ayons pas peur. Il fallait reporter les municipales, il faut maintenir les régionales et je crains qu'ils fassent le contraire. Oui. Éric, sur ce que vient de dire... Je suis assez d'accord, si on part du principe qu'on ne fait d'élection que lorsque la situation sanitaire est complètement réglée, on reporte toutes les élections à une échéance que personne ne connaît. Voilà. Simplement, je voulais rajouter un petit mot un peu taquin à l'intention de Benjamin Cauchy, qui nous parle du Tarn-et-Garonne où les gens prennent 45 minutes de bus pour aller voir un cardiologue. Je voudrais quand même préciser qu'à Paris aussi, il ne faut pas imaginer qu'à Paris, on a un cardiologue au pied de sa maison et que dans le Tarn-et-Garonne, on est malheureux. Je pense qu'à Paris, il y a plein de gens qui font plus que 3/4 d'heure pour aller voir leur cardiologue et que d'une certaine façon, les gens du Tarn-et-Garonne sont souvent mieux équipés médicalement que les Parisiens. C'est pas gagné. Je peux vous dire que j'ai le cas d'un proche. Je pense qu'il y a des gens qui, à Paris, acceptent des temps de transport beaucoup plus longs pour aller se faire soigner. Oui, d'accord, mais sauf qu'ils ont leur rendez-vous plus vite. Attendez, la différence, c'est qu'à Paris... À Paris, on a le rendez-vous tout de suite. À Paris, il n'y a pas de rendez-vous chez un ophtalmo de moins de 6 mois. Mais si. Mais non, c'est faux. À Paris, vous ne pouvez pas voir un ophtalmo en moins de 6 mois. C'est comme ça. Oui, mais à Paris, j'étais chez l'ophtalmo la semaine dernière, j'ai pris rendez-vous une semaine avant. Mais en province, c'est faux. En province aussi. Non, mais c'est pas vrai. Ce qu'il dit est faux là. On raconte n'importe quoi. Il y a des temps d'attente. Pas tous en même temps. On ne met pas 6 mois pour avoir un rendez-vous à Paris chez un ophtalmo. C'est pas vrai. Si, moi j'ai une. Enfin, j'y étais la semaine dernière, j'ai pris rendez-vous une semaine avant sur Doctolib sans aucun problème. C'est faux. En province, oui. À Paris, on a la chance d'avoir des rendez-vous heureusement plus rapides. Hier, une de mes amies m'a dit mon ophtalmo me donne rendez-vous en septembre. J'ai un souci avec le sien. Pareil, il y a une autre qui me dit je cherche un gastro, j'ai pas de rendez-vous avant le mois de juillet. Mais ils vont sur Doctolib. On a pas de problème en Occitanie. Voilà. Bon, alors on a Paul en ligne avec nous. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Alors, alors que vous venez d'entendre le débat sur le Lot-et-Garonne, est-ce qu'on a facilement un rendez-vous chez le médecin ? C'est le Tarn, oui, vous êtes dans le Lot-et-Garonne, mais c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, c'est assez compliqué. Et pourtant, on a des gens qui sont quand même très disponibles. Moi, j'ai mon médecin traitant qui a une amplitude horaire qui fait de 7h à 23h. Quoi. C'est de l'abattage. Et bon, heureusement qu'on a des gens comme ça. Mais les médecins généralistes vont partir en retraite et j'ai peur qu'on ne soit pas remplacés. Les médecins hospitaliers, on voit que c'est compliqué. Moi, j'ai des problèmes cardiaques, dont je peux en parler. Heureusement que c'était urgent et qu'on a eu des gens qui ont répondu. Mais après, les rendez-vous, c'est 3 mois, 6 mois, quoi. Ouais. Mais bon, moi, je voulais parler plutôt sur des régionales, Des régionales. Moi, je pense que ce sera une erreur de les reporter, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que la démocratie passe. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que ce quinquennat, c'est un drame, parce que les 18 derniers mois du quinquennat servent à penser à la réélection. On ne gère plus rien. On ne prend plus de mesures polémiques. On n'ose plus rien faire. On est tétanisé. Alors, le maire reparle des retraites. Je pense que s'il sort la réforme des retraites, ça va être encore une levée de bouclier. Mais honnêtement, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Donc Macron, il est dans sa réélection. Tout le monde fait de la communication. Il n'y a pas d'action. Il y a beaucoup de communication. Il y a très peu d'action. On est un pays
Pardon, oui. Monsieur, je voulais juste vous dire un truc. C'est pas de la faute de Macron, c'est la faute de Jacques Chirac. Le quinquennat a été une catastrophe. Non, mais le problème qu'on a, c'est le désintéressement des gens. Soit ils sont là pour gérer la France, soit ils sont là pour gérer leur carrière politique. Aujourd'hui, on a des politiques carriéristes. Ils ne sont pas bons, ils ne font tout que pour durer. Et on voit, un coup on avantage le lobby de ça, un coup on fait ci. Ça ne marchera pas. La France va finir à genoux. Moi, j'ai très peur. Moi, je suis agriculteur, j'ai 57 ans. Moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans et demi. Et je vois qu'on paye de plus en plus pour gagner de moins en moins et avec des contraintes administratives dans tous les sens. Oui, aujourd'hui, je pense que les Français ne sont pas heureux. Et s'ils font le constat de ce quinquennat, je pense que Macron, il va partir, mais ça va être pire que Hollande. Ça va être pire que Hollande. On n'a eu que des conflits pendant ce quinquennat parce que ce gars-là, il n'écoute personne. Il est imbu de sa personne, il est surtout incompétent. Je suis désolé, moi, j'ai pas bac plus 25, mais il y a des mesures simples à prendre. Mieux d'argent public, pas plus d'argent public. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des moyens de faire les choses. Et moi, les régionales et les départementales, j'espère qu'elles se tiendront et que ce sera un tremplin pour changer. Oui. Parce qu'il faut changer. Merci de votre appel, Paul. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Toujours des émissions intéressantes. J'écoute toujours. C'est sympa. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Xavier nous dit reporter les régionales, c'est un piège, car Macron espère profiter de sa réélection pour gagner des régions. Non, aucune chance. Je suis pas sûr qu'il ait effectivement beaucoup de chance. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous et vos appels sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Et nous parlions de ces régionales. Faut-il les reporter ou non? Trop proche des présidentielles. On a vu Julien Bayou qui disait que le Conseil scientifique précise bien que c'est une décision politique, mais explique qu'aucun des 13 pays européens concernés par une élection n'a été reporté. C'est vrai que ça plaide dans ce sens, non? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans tous les pays européens, on a eu des échéances électorales. Elles se sont tenues. Maintenant, c'est effectivement une décision politique et ça veut dire quels moyens on met pour que la démocratie puisse s'exercer dans des bonnes conditions de sécurité. Et juste, je fais un parallèle à ce qui a été tout à l'heure. C'est vrai que les municipales, on a quand même un traumatisme parce que moi, à l'époque, j'étais directeur de cabinet d'un maire d'une commune du Val-de-Marne. On nous a dit allez voter, le lendemain vous allez mourir. C'était presque un peu ça, quoi. Donc tout le monde n'avait pas de masque, il n'y avait pas de gel partout. Bon, c'était très particulier. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus d'un an de recul d'expérience. On a quand même les moyens dans ce pays d'organiser des bureaux de vote avec les distances de sécurité qui vont, avec les mesures de protection, les gestes barrières qui vont. Si on ne les tient pas, ce n'est vraiment pas sérieux. Ah oui, tout à fait, rien à ajouter. Vous êtes tout à fait. On verra. En tout cas, visiblement, la décision n'a pas encore été prise. Je voudrais qu'on parle de la loi séparatisme. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais quand même, faut-il interdire le voile aux accompagnatrices des sorties scolaires? Le Sénat débute aujourd'hui, pendant 2 semaines, ce débat, cette discussion sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. En commission, les sénateurs de droite et du centre ont déjà retoqué un certain nombre de points qui avaient été approuvés par l'Assemblée. Les Républicains espèrent pouvoir durcir ce texte. La question du port du voile avait été évitée par la majorité à l'Assemblée. Plusieurs amendements seront examinés donc au Sénat, dont un sur la neutralité. C'est un sujet que le texte doit aborder, défend Jacqueline Eustache-Brignot, qui est à l'origine de cet amendement. Donc, est-ce que ce débat qui n'en finit pas va un jour finir par être tranché? Je pense que surtout c'est un débat qui mérite de la nuance. Je vais vous dire mon opinion personnelle, parce qu'on a tous une opinion différente. Moi, je suis pour le respect de la laïcité, je suis contre le voile à l'école, je suis contre les heures non mixtes dans les piscines, mais néanmoins, je ne vois pas où est le problème dans le cas d'une sortie scolaire. En quoi ça gênerait qu'une femme porte un voile? On ne parle pas d'un niqab, on parle d'un voile. C'est pas à l'intérieur de l'école, c'est un trajet, c'est pas du tout dans le cadre d'un enseignement. Et en plus, surtout, la loi aujourd'hui ne l'interdit pas. Réellement, sur ce point de vue, autant je suis à cheval sur la laïcité, sur tout le reste, et je suis plutôt favorable d'ailleurs à cette loi, autant sur le sujet des accompagnatrices scolaires, je ne vois pas en quoi c'est un problème qu'elles gardent leur voile. Éric Verhaeghe. Alors moi, vous savez, je ne suis pas pour la nuance sur ce sujet, et je suis pour que nous adoptions un nouvel édit de Nantes. Je trouve que nos rois, à l'époque, avaient une très bonne idée, qui était de faire une espèce de code sur ce qu'on avait le droit de pratiquer et pas pratiquer, notamment dans l'espace public. De mon point de vue, le voile, c'est un signe d'infériorisation de la femme. Et moi, ça ne me convient pas. Donc, je pense qu'il faut non seulement l'interdire, ce qu'avait proposé Aurore Berger au moment du débat pour les fillettes, il faut l'interdire pour les accompagnatrices scolaires,
Et sans mollir, il faut l'interdire dans l'ensemble de l'espace public français, qu'il soit privé ou public, enfin, que ce soit dans le service public ou dans la rue. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair sur le fait que nous refusons les signes d'infériorisation des femmes dans ce pays. Thomas Porte. Je crois qu'on va encore entrer sur un sujet qui va nous tenir une semaine sur une polémique et la droite va faire de la surenchère, mais quel est le problème à ce qu'une maman voilée, on parle évidemment d'un voile, accompagne une sortie scolaire qui est pas dans le cadre de l'éducation nationale, qui est pas dans le cadre d'une mission de service public, c'est dans le cadre d'une sortie dans l'espace public. Avec des écoles, avec une école. C'est pas une maman qui emmène des enfants à goûter. Oui, mais d'ailleurs, l'amendement qui a été proposé en commission a été retoqué, y compris par des sénateurs de droite, quand même. Je tiens à le rappeler. Donc, on a encore un débat qui va aller sur la surenchère, mais aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement ça le problème? Est-ce que c'est un sujet? Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore jeter l'eau propre sur ces mamans qui accompagnent des sorties scolaires. On a besoin de gens qui accompagnent des sorties scolaires. Sauver. On stigmatise, mais bien sûr qu'on stigmatise. C'est les sauver. Non, c'est pas les sauver. Vous vous trompez, Eric, parce que je vais vous dire, les vrais salafistes, les intégristes, les terroristes potentiels, ils font pas du tout les sorties scolaires. C'est pas elles, c'est pas ces mamans-là. Mais c'est pas. Donc c'est pas. Mais c'est plus profond que ça, c'est plus pernicieux. Ça va être retoqué. On n'interdira jamais des femmes de faire une sortie scolaire pour aller dans un aquarium ou un jardin si elles portent un petit voile. Le voile, comment vous expliquez que ce voile soit apparu depuis une vingtaine d'années? Ça, c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. C'est pas un autre débat. C'est l'islam politique. C'est cette percée de l'islam. Bon, dans ce cas-là, on retoque tous les signes. Attendez, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, il y avait des femmes qui, avant l'arrivée de l'islam politique en Iran en 1979, portaient des voiles. Il y en avait quand j'étais petit, je voyais. Et pour autant, dans l'espace public, dans la rue, on les stigmatisait pas. Et pourtant, vraiment, je veux dire, je suis à cheval sur tous les trucs sur la laïcité. Sur les sorties scolaires, choses quand même. Non, mais sur les sorties scolaires, c'est quand même un peu touchy. Alors, vous dites, on ne va pas le porter dans la rue, mais le voile ne se porte que dans la rue, il ne se porte pas chez soi. Déjà, donc concernant le voile, il y a un double sujet. Le premier, c'est effectivement l'utilisation politique qui est faite par l'islam politique du voile. Et effectivement, ça peut être considéré comme un outil d'asservissement de la femme. Et donc, je ne pense pas que ça soit le mieux à même, lors d'une sortie scolaire, de mettre en porte-drapeau, en étendard, ce voile. Moi, je m'interpellerais plutôt sur la question relative aux sorties scolaires strictement. C'est que c'est sur un plan, là c'est l'ancien assureur qui parle, mais sur un plan assurantiel, les parents sont sous la responsabilité du chef d'établissement. Ouais. C'est une réalité juridique. Donc c'est une sortie scolaire, donc ça dépend de l'école. Ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas salariés d'une collectivité territoriale qui pourrait venir subordonner à l'enseignant, mais quoi qu'il en soit, ils sont sous la responsabilité du chef d'établissement. Donc l'obligation de neutralité dans l'espace public et notamment la sanctuarisation, la laïcité dans l'école passe par le fait qu'il ne puisse pas y avoir, que ce soit à voile ou à tout autre signe religieux d'ailleurs, aux alentours des écoles. La droite au Sénat ne fait pas seulement ça, si je puis me permettre, par rapport à la loi sur le séparatisme. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une cinquantaine d'amendements. Elle veut notamment remettre le fait que cette loi doit appuyer principalement ses actions contre l'islam politique, ce que la majorité à l'Assemblée nationale refuse de faire. Et enfin, il y a l'article 21 également qui souhaite être amendé, qui est celui de la liberté de pouvoir donner éducation et enseignement à ses enfants à l'école. Voilà, donc il y a des vrais sujets et malheureusement, la majorité de la République en marche va les balayer en seconde lecture. Donc c'est un petit peu stérile comme sujet et qui me fait à dire effectivement qu'on agite un chiffon rouge pour pas grand-chose. Oui, vous avez raison de préciser qu'il y a d'autres choses. Là, on a voulu revenir sur ce sujet-là. C'est vraiment l'élément le plus anecdotique de la loi. Mais la loi en elle-même. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Moi, qui suis un enfant de l'école publique et de la bourse scolaire. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas eu d'école publique, je serais dans une usine en train de serrer des boulons. Ce qui m'a sauvé, c'est la loi d'airain de la laïcité et l'égalité des chances. Aujourd'hui, il faut être clair, quelqu'un qui est éduqué dans un milieu qui, d'une façon ou d'une autre, lui fait endosser des pratiques qui le mettront en marge de la société, il a besoin d'avoir une institution qui ne mollit pas et qui lui dit quelles sont les règles d'intégration dans la société française. Et tout compromis, toute compromission ou tout relâchement sur cette règle, c'est condamner des gamins à ne jamais sortir de leur milieu social. Et je trouve objectivement que c'est pas propre
et deux, que ça n'est pas ça le service public. Si on a créé un service public, c'est pas pour occuper des instituteurs, c'est pour donner une égalité de chance à tous les gamins. Et aujourd'hui, si nous mollissons sur ces règles, nous renonçons à cet idéal d'égalité des chances, et ça fait que le service public n'a plus de sens. Enfin, pourquoi à ce moment-là avoir des écoles publiques ? Attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez très bien que dans les universités, vous ne pouvez pas empêcher le port du voile dans les universités. Avec des bourses, c'est plus compliqué que ça. Non, mais dans les universités qui viennent de petits milieux, ils savent que c'est très simple la vie. Soit l'école vous sort de votre... Non, mais attendez, Eric, c'est pas ce que je dis. Je veux dire, dans les universités, vous ne pouvez pas empêcher le port du voile parce que ce sont des majeurs. Les parents d'élèves, ils sont majeurs. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, autoriser dans les facs le port du voile à l'intérieur de la faculté sous prétexte que les gens soient majeurs et leur interdire dans des sorties scolaires ponctuelles. Moi, je vais prendre un exemple différent. Ouais. Moi, j'ai eu un salarié. Moi, dans mon entreprise, il y a un règlement intérieur qui interdit le port de signes religieux. J'ai eu un salarié qui faisait de la vente avec une énorme croix arménienne apparente. Je lui ai demandé de la cacher parce que j'ai considéré que mon entreprise n'avait pas à être le support d'une image religieuse quelle qu'elle soit. Et je respecte sa religion. Je n'ai eu aucun problème à lui dire « ici, ça ne se fait pas ». Voilà. Et si c'est une femme voilée, je lui dis ici, ça ne se fait pas. Ce n'est pas contre l'islam ou contre je ne sais qui. C'est qu'il n'y a pas dans la société française une habitude de montrer des signes religieux. Qui plus est, lorsque on accompagne une sortie scolaire, ça n'a pas lieu d'être. Les gens qui ne comprennent pas, si on n'explique pas aux gens clairement qu'en France, ce n'est pas comme ça que ça se passe, on a un problème. Et je crois qu'il ne faut pas se mettre martel en tête. En France, ça ne se fait pas. Mais c'est pas vrai. Excusez-moi, c'est pas vrai, c'est tout à fait autorisé de sortir dans l'espace public avec un voile. Voilà. Mais pas dans une sortie scolaire, d'école publique. Une sortie scolaire, il y a une doctrine du service public, Mathieu, qui est établie depuis 150 ans, c'est notamment une sortie par le scolaire. Conseil d'État. L'exemple que vous donnez dans une entreprise, je le comprends tout à fait avec vos employés, vous pouvez le mettre en parallèle avec des instituteurs au sein d'une école, mais pas avec des accompagnants d'une sortie scolaire. C'est pas du tout le même. Ils sont sous l'autorité d'un. Oui, mais ça, vous savez bien, c'est un truc administratif. Il y a aussi le voilement des petites filles qui va être abordé, mais qui apparemment ne sera... tout le monde est d'accord là-dessus, j'espère. Oui. Mathieu, sur... non, c'est Thomas. Thomas, bon, décidément. Ouais. Non, mais voilà, je crois qu'il y a on sera certainement pas d'accord sur le fond, mais il y a quand même des sujets dans cette loi qui sont bien plus importants et qui méritent un approfondissement que ça. Oui. Et moi, je suis quand même surpris parce que celles et ceux qui s'érigent en disant il faut interdire le voile dans les sorties scolaires sont les premiers à défendre l'enseignement confessionnel et l'enseignement à domicile. Donc, il y a quand même certaines contradictions aussi. Je veux bien tout entendre, mais moi, je suis 100% d'accord pour que l'école soit 100% publique. Oui, et pas confessionnelle. Et ça fait partie du débat aussi qui va être évoqué, qui va être compliqué. Il faut aussi tout mettre sur la table. C'est l'article 21 où ils vont avoir du mal à être d'accord parce que certains défendent la possibilité pour certaines écoles confessionnelles et pas pour d'autres. Donc là, c'est... mais alors, est-ce que cette loi va encore une fois faire pchit ? Est-ce que c'est encore une fois le Sénat va tenter de la durcir non, ça ne fera pas pchit, mais il y aura des choses retoquées comme toute loi sur quel que soit le sujet. Mais est-ce qu'elle va être désintégrée de sa spécificité ? Je ne crois pas. Oui. Benjamin ? Moi, je pense qu'il va y avoir quand même un jeu politique assez intéressant sur cette loi, Valérie, parce que d'un côté, on a quand même un Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, qui a entre 25 et 28% de l'intention de vote pour les élections présidentielles. On a Emmanuel Macron qui a fait le choix d'un duo Dupond-Moretti à la justice, Darmanin à l'intérieur, pour montrer qu'il était capable de se réancrer sur les sujets régaliens qui étaient la sécurité, l'immigration, le séparatisme islamiste, bref, plein de sujets. Moi, je pense qu'il a quand même intérêt à avancer des billes et ne pas trop jouer au ventre mou. Vraiment. Oui, on verra. Éric Verhaeghe ? Oui, je voulais revenir sur cette histoire d'école à la maison. Ouais. Alors, et redire là encore, puisque vous savez, ma fille fréquente une école Montessori, un tiers des parents au moins sont des enseignants de l'éducation nationale, qui vous disent tout sauf l'école publique. Je soulève juste cette question, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui les plus grands amateurs d'écoles privées hors contrat soient des fonctionnaires d'éducation nationale qui ne veulent surtout pas de l'école publique pour leurs enfants. C'est un autre débat, ça, non ? Pas complètement. Je dis pas ce que je fais, c'est énorme. Pardon ?
faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est voilà. Ouais, je pense c'est le qu'il y a en même temps. Voilà. Peut-être qu'ils sont conscients de l'effondrement malheureux du niveau de l'école publique. Du manque de moyens qu'il y a alloués à l'éducation. Non, pas le manque de moyens. On est le pays qu'on donne plus de moyens. Ouais. C'est qu'il y a un auditeur qui a dit tout à fait, qui avait raison tout à l'heure. Il a dit pas plus de moyens, mais mieux de moyens. Je pense que c'est ça le problème. Absolument. Merci à tous les quatre. Très bonne journée Merci sur Sud Radio et les débats avec 17h avec les vraies voix également. N'oubliez pas, ça continue de débattre. À tout de suite et à demain. Très bonne journée.